L'âge d'or d'Hollywood, une époque de strass et de glamour, où les studios régnaient en maître, et les acteurs étaient traités comme des rois. Des années 1920 aux années 1950, des noms comme Clark Gable, Judy Garland et Humphrey Bogart sont devenus l'emblème du cinéma américain. Mais derrière les flashs des appareils photos et les premières élégantes, certaines stars d'Hollywood cachaient des secrets choquants. Aujourd'hui, nous dévoilons le côté sombre de l'âge d'or de Tinseltown. 20 acteurs de l'âge d'or qui ont enfreint la loi. Dans ce documentaire, nous explorerons les arrestations secrètes, les condamnations et les allégations qui ont éclipsé certaines des plus grandes stars de Hollywood. Nous rencontrerons un comédien du cinéma muet, jugé pour homicide involontaire, un acteur principal arrêté pour narcotiques, et même une actrice impliquée dans un scandale sexuel notoire qui a secoué la société de Los Angeles. Certains ont été acquittés ou accusés à tort, tandis que d'autres ont pleinement admis leur culpabilité ou ont été pris sur le fait. Dans chaque cas, nous révélerons comment ils ont jonglé entre leur image publique et leurs problèmes personnels, et comment le public les a souvent pardonnés s'ils ont connu un succès au box-office. Roscoe, Fatty, Arbuckle, accusation d'homicide involontaire et chaos médiatique. En premier sur notre liste, Roscoe Fatty Arbuckle, un comédien pionnier de l'ère du cinéma muet. À un moment donné, il était l'une des stars les mieux payées de Hollywood, ravissant le public avec ses numéros de slapstick. Mais en 1921, un événement tragique dans une suite d'hôtels de San Francisco a changé sa vie pour toujours. Pendant le week-end de la fête du travail, Arbuckle a organisé une fête à l'hôtel St. Francis. L'une des invitées, l'aspirante actrice Virginia Rappe, est tombée gravement malade et est décédée quelques jours plus tard. Les journaux se sont emparés de rumeurs scandaleuses, selon lesquelles Arbuckle aurait agressé Rappe, causant les blessures qui ont conduit à sa mort. Il a été accusé d'homicide involontaire et les procès sont devenus un spectacle national. Les gros titres criaient sur la débauche d'Hollywood, alimentant une panique morale qui menaçait toute l'industrie cinématographique. Arbuckle a enduré 3 procès. Alors que les 2 premiers se sont terminés par des jurys divisés, le 3e l'a finalement acquitté. Le jury est allé au-delà d'un simple non coupable. Ils ont émis une déclaration formelle condamnant sa poursuite comme une parodie de justice. À ce moment-là, cependant, sa carrière était en ruine. Les grands studios avaient interdit ses films et le public était profondément divisé. Certains croyaient qu'il était un bouc émissaire, une victime du journalisme sensationnaliste et de l'indignation morale contre le péché hollywoodien. D'autres restaient convaincus de sa culpabilité. Bien que officiellement disculpé, le nom de Roscoe Arbuckle restait terni. Il a trouvé du travail mineur derrière la caméra en utilisant des pseudonymes, mais il n'a jamais complètement retrouvé sa gloire passée. Il est mort en 1933, à l'âge de 46 ans, ayant aperçu à la fois le sommet et l'abîme de la célébrité hollywoodienne. La chute d'Arbuckle reste l'un des premiers et des plus dramatiques scandales criminels de Hollywood, révélant à quelle vitesse une star adorée pouvait être écartée lorsque la tragédie frappait. Mae West, arrêtée pour obscénité sur scène. Le nom Mae West évoque des images d'une interprète sensuelle et perspicace, connue pour ses doubles sens et sa confiance comique. Pourtant, bien avant de devenir une star de cinéma dans les années 1930, Mae West faisait déjà sensation dans le monde du théâtre. Son attitude irrépentante sur le sexe et l'émancipation des femmes s'est heurtée de front aux normes conservatrices de l'époque. En 1927, West a monté une pièce qu'elle avait écrite, intitulée « Sexe », au théâtre Dolly's de la 63e rue à New York. La production a été un succès auprès du public, souvent à guichet fermé, mais les critiques et les autorités morales l'ont condamnée comme obscène et indécente. Les responsables locaux ont rapidement fait une descente au théâtre. Mae West et la troupe ont été arrêtés pour corruption de la moralité des jeunes. Elle a été condamnée pour obscénité et a écopé de 10 jours dans une maison de correction. Plutôt que de se dérober, West a utilisé le scandale pour accroître sa notoriété, plaisantant que l'institution pénale était un endroit formidable à visiter, mais qu'elle ne voudrait pas y vivre. Cette rencontre avec la loi n'a pas mis fin à sa carrière. En fait, cela l'a propulsée vers la célébrité nationale. En 1932, Paramount Pictures a recruté West pour apporter son style d'humour à l'écran, naviguant habilement à travers le code de production qui censurait le contenu sexuel dans les films. Ces scénarios hollywoodiens fourmillaient de sous-entendus, juste assez subtils pour esquiver les censeurs. Avec du recul, l'arrestation de Mae West semble presque désuète.
un choc de valeurs sociales en évolution plutôt qu'un crime préjudiciable. Pourtant, dans les années 1920, c'était une infraction grave qui aurait pu interrompre son ascension. Au lieu de cela, West est devenu l'une des stars les plus provocantes de l'époque, prouvant qu'une confrontation avec des accusations criminelles pouvait propulser une artiste audacieuse sous les projecteurs plutôt que de l'enterrer dans l'infamie. Robert Mitchum. L'arrestation pour cannabis qui a choqué Hollywood. Avec son allure robuste et son style laconique, Robert Mitchum incarnait l'anti-héros cool du film noir. Hors écran, il avait un côté rebelle qui a conduit à un grand scandale en 1948. À une époque où les arrestations pour drogue étaient fortement stigmatisées, Mitchum fut pris dans une descente anti-drogue qui menaçait de mettre fin à sa carrière. Tard dans la nuit de septembre 1948, la police a fait irruption dans une maison du quartier de Laurel Canyon, à Los Angeles, découvrant soi-disant Mitchum et quelques amis en possession de marijuana. Lui et l'actrice Lila Leeds ont été placés en détention. La presse s'en est donnée à cœur joie. Une grande vedette de la génération d'après-guerre, Mitchum risquait réellement de la prison pour possession de drogue. Après un procès très médiatisé, il a été reconnu coupable et condamné à 60 jours de prison à la prison du comté de Los Angeles, purgeant sa peine au Wayside Honor Farm. Les dirigeants des studios ont paniqué, craignant que le public ne boycotte une star avec un casier judiciaire. Mitchum, notoirement nonchalant, a pris l'épreuve avec calme, posant pour des photos d'identité lugubre et décrivant même la prison comme Palm Springs, mais sans la racaille. À sa libération, RKO Pictures a orchestré une campagne de relations publiques massive pour redorer son image. Étonnamment, cela a fonctionné. Mitchum a continué à obtenir des rôles majeurs dans des classiques comme La Nuit du chasseur et Les nerfs à vif. Des années plus tard, la condamnation a été annulée, avec des preuves suggérant que la descente pouvait en partie être un coup monté pour renforcer les titres de croisade des militants anti-drogue. Quoi qu'il en soit, l'incident a laissé une marque indélébile sur la personnalité de Mitchum. Il est devenu le rebelle ultime d'Hollywood, indompté à l'écran et en dehors, prouvant qu'une peine de prison ne pouvait pas diminuer son pouvoir de star. Lila Leeds. Une histoire édifiante du même coup de filet. Arrêtée aux côtés de Robert Mitchum lors de cette même descente de police, se trouvait une actrice montante nommée Lila Leeds. Bien que beaucoup moins célèbre, la vie de Leeds a pris une tournure bien plus tragique après le scandale de marijuana de 1948. Jeune actrice en devenir, elle avait joué des petits rôles dans des films comme April Showers, 1948. Mais cette nuit fatidique à Laurel Canyon a complètement bouleversé ses perspectives. Comme Mitchum, Leeds a été arrêtée, inculpée et exposée à la une des tabloïds comme une starlette déchue. Elle a été condamnée de la même manière, purgeant une peine pour possession de marijuana. Mais là où Mitchum avait un studio puissant et un public important pour sauver sa carrière, Leeds n'avait pas de tel filet de sécurité. À sa sortie de prison, elle peinait à trouver du travail d'actrice, mise sur liste noire par les studios soucieux de ne pas ternir leur réputation. Dans une tentative de se reconstruire, Leeds a joué dans un film d'exploitation de 1949 intitulé She Shoulda Said No, également sorti sous d'autres titres comme Wild Weed. Le film à petit budget a tenté de capitaliser sur sa notoriété, avec une morale exagérée sur les dangers de la drogue. Loin de relancer sa carrière, le projet n'a fait que renforcer le typecasting de Leeds en tant que mauvaise fille détruite par les stupéfiants. Après une série de revers personnels, de relations ratées et de luttes continues contre la dépendance, Leeds a sombré dans l'oubli. Elle a passé des années à décrocher de petits rôles et a fini par quitter Hollywood complètement. Son histoire contraste fortement avec celle de Mitchum. Là où il est ressorti avec sa réputation égratignée mais intacte, Lila Leeds est devenue un avertissement. Une jeune actrice qui a tout perdu après un seul démêlé avec la loi. Elle était un rappel frappant que le pardon à Hollywood dépend souvent du pouvoir des stars et de la sympathie du public, des luxes qu'elle ne possédait tout simplement pas. Errol Flynn, accusation de viol sur mineur, et In Like Flynn. Évoluant avec bravoure à l'écran dans des classiques comme Captain Blood et les aventures de Robin des Bois, Errol Flynn était célèbre pour son charme désinvolte et son sourire canaille. Mais en 1942, sa vie personnelle a déclenché un grand scandale quand deux filles mineures l'ont accusé de conduite sexuelle inappropriée. Flynn a été accusé de viol statutaire et le procès est devenu une sensation nationale. Les procureurs ont allégué que Flynn avait le
attirer des adolescentes à des fêtes privées sur son yacht. La défense a insisté sur le fait que ces rencontres étaient fabriquées ou consensuelles, avec des femmes qui ont menti sur leur âge. Après un procès sensationnel, Flynn a été acquitté, bien que les détails aient laissé une marque indélébile sur sa réputation. L'expression « in like Flynn » est devenue un argot hollywoodien pour désigner le succès sexuel, reflétant à la fois son image virile et la notoriété du scandale. Malgré l'acquittement, beaucoup ont cru que les studios avaient tiré des ficelles pour protéger l'un de leurs plus grands atouts. Flynn a continué à travailler, jouant dans de nombreux films de l'ère de la guerre. La controverse n'a pas disparu, mais sa base de fans est restée fidèle. Hors écran, le style de vie effréné de Flynn persistait, comprenant une consommation excessive d'alcool, des aventures autour du monde et une multitude de romances qui alimentaient encore plus les gros titres des tabloïds. Au fil du temps, le scandale est devenu une partie de la mystique durable de Flynn, reflet dans la vie réelle du séducteur hors la loi qu'il incarnait souvent. Il est décédé en 1959, à seulement 50 ans, laissant derrière lui un héritage de rôles emblématiques et une leçon de vie imprudente. Que ce soit innocent ou non, le procès pour viol statutaire reste l'une des affaires criminelles les plus infâmes à secouer Hollywood à l'époque dorée, consacrant à jamais Errol Flynn comme le mauvais garçon ultime de l'industrie cinématographique. Charlie Chaplin. L'inculpation en vertu du Mann Act. Le Charlie Chaplin intemporel, adoré pour son personnage de Charlot, pourrait être la dernière personne que l'on soupçonnerait d'une controverse criminelle. Pourtant, en 1944, Chaplin a été inculpé en vertu du Mann Act, qui interdisait de transporter des mineurs à travers les frontières d'État, à des fins immorales. L'affaire était centrée sur Joan Barry, une aspirante actrice qui avait une relation tumultueuse avec Chaplin. Elle l'a accusé d'être le père de son enfant et de l'avoir impliqué dans des voyages inter-États dans des circonstances douteuses. Chaplin a fermement nié les accusations, affirmant que Barry était mentalement instable. Les tabloïds ont éclaté avec des gros titres salaces, jetant le doute sur l'intégrité morale d'un génie du cinéma. Lors du procès, le gouvernement a eu du mal à prouver une quelconque faute dans les arrangements de voyage, et Chaplin a finalement été acquitté. Néanmoins, la publicité négative était féroce. Pour compliquer les choses, une autre affaire de paternité a statué que Chaplin était légalement responsable de l'enfant de Barry, malgré des tests sanguins suggérant le contraire. Toute l'affaire est devenue un aliment pour ceux qui accusaient Chaplin de comportements subversifs et remettaient en question sa loyauté envers l'Amérique. Il était déjà sous surveillance du FBI, en raison de ses penchants politiques et de son refus de devenir citoyen américain. En 1952, Chaplin a quitté les États-Unis, effectivement exilé par la vague de suspicion publique et le contrôle gouvernemental. Bien que les accusations de la Mann Act n'aient pas abouti à une condamnation, elles ont infligé des dommages durables à la réputation de Chaplin à Hollywood. Il s'est installé en Suisse et a repris la réalisation à l'étranger. Ce chapitre de sa vie sert de rappel marqué que même les génies de la comédie pouvaient être entraînés dans des drames judiciaires aussi sensationnels que n'importe quel film. George Raft. Les connexions avec le milieu. Connu pour jouer des criminels élégants et des figures du monde souterrain, George Raft avait une vie personnelle qui brouillait souvent la ligne entre la fiction et la réalité. Né à Hell's Kitchen, New York, Raft était ami avec des gangsters notoires comme Bugsy Siegel et Meyer Lansky. Pendant une grande partie de sa carrière hollywoodienne au début, des rumeurs circulaient selon lesquelles son succès était financé par des connaissances du milieu. Bien que Raft n'ait jamais été condamné pour un crime majeur, il se trouvait constamment sous enquête par les autorités fédérales. Il le soupçonnait d'être impliqué dans des tripots illégaux et un blanchiment d'argent supposé. Raft a publiquement affirmé qu'il fréquentait des mafieux uniquement parce qu'il avait grandi avec eux, non pas parce qu'il approuvait leurs activités. Pourtant, le FBI et les tabloïds n'ont jamais vraiment cru qu'il était exempt de l'influence de la mafia. En 1942, Raft a refusé des rôles qui dépeignaient la violence des gangsters de manière trop graphique, craignant que cela ne puisse offenser ses véritables amis du milieu interlope. Les studios sont devenus nerveux à propos de ses exigences et de sa réputation hors écran, ce qui a finalement limité les rôles qu'il pouvait obtenir. Au sommet de sa renommée, Raft avait presque le même pouvoir de star que James Cagney ou Humphrey Bogart, mais ses liens avec le crime organisé ont éclipsé son art. Malgré la vague de rumeurs incriminantes, Raft a techniquement gardé un casier judiciaire vierge. Même ainsi, son statut criminel secret était davantage lié à des amitiés douteuses et des affaires illicites présumées qu'à toute autre chose.
Un crime avéré. Dans les années 1950, sa carrière a décliné, en partie à cause des rumeurs persistantes de liens avec le milieu criminel. George Raft reste une figure unique dans le folklore de l'âge d'or. Un acteur rusé dont la vie en dehors de l'écran était aussi dangereusement glamour que son personnage à l'écran. Paul Kelly, condamné pour homicide involontaire. Contrairement aux autres de cette liste qui ont fait face à des allégations ou ont été acquittés, Paul Kelly a réellement purgé une peine de prison pour avoir tué un homme. Un respecté artiste de théâtre devenu acteur de cinéma, Kelly était connu pour des rôles mettant en avant son personnage sincère, typiquement américain. Mais en 1927, une confrontation violente l'a conduit en prison. Kelly s'était retrouvé impliqué dans un triangle amoureux avec la femme du danseur Ray Raymond. Au cours d'une violente dispute, Kelly a infligé une raclée si sévère que Raymond est mort plus tard de ses blessures. Les procureurs ont accusé Kelly d'homicide involontaire. Le procès sensationnel a révélé une affaire désordonnée de jalousie et de rage, déchirant l'image saine que Kelly avait présentée au public. Il a été condamné à jusqu'à 10 ans à la prison d'État de San Quentin, bien qu'il ait été libéré en liberté conditionnelle après un peu plus de 2 ans. Remarquablement, Hollywood lui ouvrit à nouveau ses portes. Kelly revint à la comédie, reconstruisant progressivement sa réputation grâce à des rôles plus petits dans des films et à Broadway. Le public semblait prêt à oublier son crime, peut-être influencé par son repentir et son comportement discret. La relance de la carrière de Kelly était régulière, sinon fulgurante. Il a réussi à obtenir des rôles secondaires dans des productions notables et a fini par remporter un Tony Award pour son travail sur scène en 1948. Son histoire met en lumière une vérité surprenante sur le Hollywood de l'âge d'or. Même une condamnation pour homicide involontaire ne signifiait pas nécessairement l'exil permanent. Si les studios croyaient que vous pouviez vendre des billets, vous aviez une autre chance. Un témoignage de l'approche clémente, mais souvent moralement ambiguë de l'industrie face au scandale. Barbara Payton, du statut de star aux arrestations pour prostitution. Glamour, blonde et débordante de promesses. Barbara Payton a émergé comme une star montante à la fin des années 1940. Elle a décroché un contrat avec Universal International, puis a rejoint Warner Brothers, jouant aux côtés de poids lourds comme James Cagney. Pourtant, alors que sa carrière était sur le point de décoller, des démons personnels et de mauvaises décisions l'ont conduite sur un chemin tragique de criminalité. Payton est devenue tristement célèbre pour un triangle amoureux scandaleux impliquant les acteurs Tom Neal et Franchot Tone. La couverture médiatique a explosé lorsque Neal a gravement battu Tone, le laissant dans le coma. Cet épisode a terni la réputation de Payton. Les studios l'ont laissé tomber, refusant de caster une actrice inondée de mauvaise publicité. Les problèmes financiers se sont aggravés et Payton a sombré dans l'alcoolisme. Au milieu des années 1950, elle fut arrêtée à plusieurs reprises pour ivresse publique, fausse signature et sollicitation de prostitution. Les photos d'arrestation ont remplacé les portraits de studio comme ses photos les plus fréquentes. Elle a tenté de relancer sa carrière avec des petits rôles dans des films à petit budget, mais Hollywood, impitoyable avec les échecs commerciaux, offrait peu de soutien. Dans un épilogue déchirant, Payton a écrit une autobiographie sincère et confessionnelle. « Je n'ai pas honte », détaillant sa chute. Elle a passé ses dernières années à entrer et sortir de cellules de prison et de chambres de motel bon marché, mourant finalement à 39 ans dans une quasi-misère. L'histoire de Barbara Payton souligne à quelle vitesse une étoile prometteuse pouvait sombrer dans les arrestations criminelles une fois le bouclier protecteur du studio disparu. Ce qui a commencé comme une aventure excitante sous les projecteurs d'Hollywood s'est terminé dans un brouillard de dépendance, de problèmes juridiques et de rêves brisés. Billie Holiday, la chanteuse-actrice avec des arrestations répétées pour drogue. Bien que surtout reconnue comme l'une des plus grandes vocalistes du jazz, Billie Holiday s'est également essayée au rôle cinématographique, apparaissant notamment dans New Orleans, 1947, avec Louis Armstrong. Bien que sa production cinématographique ait été limitée, Holiday faisait indéniablement partie du monde du divertissement de l'âge d'or. Derrière ses performances emblématiques se cachait une vie profondément marquée par le traumatisme et de multiples arrestations liées aux stupéfiants. Les luttes de Holiday avec la dépendance à l'héroïne étaient bien documentées, et les forces de l'ordre la ciblaient sans relâche. En 1947, elle a été arrêtée pour possession de drogue et a passé près d'1 année dans un centre de rééducation fédéral. L'épreuve lui a fait perdre sa carte de cabaret de New York, l'empêchant de se produire dans les clubs servant de l'alcool, un coup dévastateur.
basse pour une chanteuse de jazz. Malgré les supplications des fans et des musiciens, les autorités ont refusé de rétablir sa carte pendant de nombreuses années. Tout au long des années 1950, elle a eu de fréquents démêlés avec la loi. Chaque nouvelle arrestation provoquait des gros titres sensationnalistes qui la décrivaient comme une figure troublée, incapable d'échapper à la dépendance. Il est largement reconnu qu'elle a également fait face au racisme et au harcèlement de la part d'agents fédéraux qui ciblaient des artistes afro-américains sous le prétexte de la lutte contre la drogue. Même si ces problèmes juridiques s'accumulaient, l'art de Holiday n'a jamais faibli. Elle a livré certains de ses enregistrements les plus émouvants et beaux pendant cette période tumultueuse. Tragiquement, elle est morte en 1959, à seulement 44 ans, encore en état d'arrestation sur un lit d'hôpital. Rétrospectivement, l'histoire de la vie de Billie Holiday reflète un mélange déchirant de charges criminelles, de préjugés systémiques et de la pure brillance d'une artiste luttant contre ses propres démons et la poursuite incessante de la loi. Mabel Normand, consommation de cocaïne et scandale. Mabel Normand a régné en tant que star comique à l'époque du cinéma muet, collaborant avec des légendes comme Charlie Chaplin et Roscoe Fatty Arbuckle. Mais son succès a été éclipsé par des scandales répétés, alimentés en grande partie par ses supposées consommations de drogue, notamment de cocaïne. Bien qu'elle n'ait jamais été condamnée pour un crime majeur, elle était régulièrement l'objet de la surveillance de la police et des potins des journaux dans les années 1920. Le nom de Normand a émergé dans deux grandes controverses hollywoodiennes. D'abord, elle a été liée sentimentalement au réalisateur William Desmond Taylor, qui a été mystérieusement assassiné en 1922. Elle s'est retrouvée mêlée à des spéculations lorsque les autorités ont révélé qu'elle était la dernière personne connue à avoir vu Taylor vivant. Aucune accusation n'a été portée contre elle, mais les rumeurs ont persisté. Peu de temps après, en 1924, le chauffeur de Normand a tiré et blessé un courtier en pétrole millionnaire avec son pistolet, entraînant une publicité négative supplémentaire, bien qu'elle ait été innocentée de tout acte répréhensible. La plus grande révélation était la prétendue dépendance de Normand à la cocaïne, qui circulait dans des chuchotements discrets. Certains pensent que son habitude croissante de la drogue et son style de vie extravagant ont contribué à ces incidents violents. Les studios craignaient que son implication dans des scandales répétés ne ternisse son attrait de fille comique d'à côté. La carrière cinématographique de Normand s'est rapidement dégradée, à mesure que le sentiment public s'est détérioré. Même ses fans fidèles ont commencé à douter de son innocence. Bien que n'ayant pas été officiellement poursuivie pour des accusations de stupéfiants, Mabel Normand incarnait la panique morale de l'époque concernant la drogue et la débauche à Hollywood. Harcelée par les tabloïds, elle n'a jamais complètement échappé aux stigmates. Normand est décédé, jeune à 37 ans, de la tuberculose. Son histoire reste un avertissement sur la rapidité avec laquelle la célébrité pouvait se dissoudre lorsque le crime et le scandale se cachaient dans les coulisses. Lionel Atwill, parjure dans un scandale sexuel hollywoodien. L'acteur de caractère, Lionel Atwill, apportait une présence distinguée aux films d'horreur comme Le Fils de Frankenstein, 1939, et The Vampire Bat, 1933. Hors écran cependant, il fut impliqué dans un scandale bizarre et louche qui a secoué Hollywood. En 1940, Atwill a été accusé d'organiser des orgies chez lui. Des affaires qui impliquaient apparemment des activités explicites avec des participants mineurs. Lorsqu'il a été appelé à témoigner, Atwill a menti sous serment sur certains détails liés au rassemblement. Il a bientôt été accusé de parjure. La presse s'est régalée du spectacle d'un acteur respecté pris à mentir au sujet de soirées sexuelles. Atwill a fini par plaider coupable d'une accusation moindre, reconnaissant qu'il avait fait de fausses déclarations pour se protéger, lui et ses associés, des répercussions du scandale. Il a été placé en probation, évitant ainsi la prison. Mais le dommage à sa réputation fut sévère. Les studios, désireux de prendre leur distance, ont retiré Atwill des projets de premier plan. Bien qu'il ait continué à trouver des rôles, souvent relégués à des films d'horreur à petit budget ou à des seconds rôles mineurs, il n'a jamais retrouvé son prestige d'antan. Vers le milieu des années 1940, il était cantonné à des rôles de personnages sinistres, vaguement dérangés, reflétant la suspicion publique concernant ses penchants privés. La chute de Lionel Atwill souligne à quelle vitesse un puissant cocktail de sexe, de mensonges et d'indignation morale pouvait faire tomber une carrière à Hollywood. Il est resté un interprète talentueux jusqu'à la fin, mais les portes d'Hollywood vers les rôles principaux s'étaient fermées. Lorsqu'il est mort en 1946, le scandale hantait encore son héritage. Un rappel sinistre de la façon dont le drame judiciaire et l'intrigue sexuelle pouvaient éclipser une vie de travail à l'âge d'or. Spyderco.
Cooley, l'acteur-chanteur devenu meurtrier. Connu comme le roi du western swing, Spade Cooley était un musicien de premier plan dans les années 1940 et est également apparu dans une série de films à thème western, parfois comme acteur, parfois dans des rôles caméo avec son groupe. Son charme campagnard et son talent musical ont fait de lui une star régionale. Mais en coulisses, la vie personnelle de Cooley était tumultueuse, culminant dans un crime horrible. En 1961, Cooley a été arrêté pour le meurtre de sa femme, Ella May. Les détails étaient glaçants. Il l'a brutalement battue et torturée devant leur fille. Cet acte de violence domestique a choqué les fans qui le connaissaient comme le joueur de violon souriant et le cow-boy de cinéma occasionnel. Le procès a été largement couvert. L'équipe de défense de Cooley a soutenu qu'il avait été poussé à une rage jalouse, soupçonnant Ella May d'infidélité. Malgré les tentatives de présenter le crime comme un moment tragique de passion, le jury a reconnu Cooley coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie, bien qu'il ait eu la possibilité de liberté conditionnelle. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dans un retournement morbide, Cooley est mort d'une crise cardiaque en 1969 pendant une permission de sortie de prison, juste après avoir joué lors d'un concert de bienfaisance. Bien qu'il soit souvent surtout reconnu comme musicien, les apparitions sporadiques de Cooley dans des films le lient à l'âge d'or d'Hollywood. Sa descente dans la violence et sa condamnation à perpétuité pour meurtre soulignent que parfois les vérités les plus sombres se cachent derrière les images les plus innocentes à l'écran. Le crime choquant de Cooley reste l'un des exemples les plus brutaux de célébrités devenues criminelles dans l'Amérique du milieu du XXe siècle. Carl Alfalfa Switzer, un petit vaurien avec des problèmes d'adulte. Adoré par le public en tant qu'Alfalfa, avec son visage couvert de taches de rousseur dans les comédies Our Gang de Al Roach, Carl Switzer personnifiait l'innocence enfantine. En tant que membre de la série de courts-métrages des années 1930, il charmait les spectateurs avec son chant désaccordé et ses facéties comiques. Pourtant, l'âge adulte a apporté une histoire très différente. Switzer a eu du mal à trouver des emplois stables dans le domaine de la comédie et a rapidement accumulé de multiples arrestations et litiges. Après que sa renommée de Little Rascals se soit estompée, Switzer s'est retrouvé à la dérive. Il a tout essayé, du travail de barman à la conduite de voyages de chasse, mais les ennuis l'ont suivi. Les rapports indiquent qu'il a été arrêté pour vol mineur, prétendument pour avoir volé des chiens. Il est ensuite revenu pour une récompense. Il s'est bagarré dans des bars et s'est mis à dos des connaissances qui affirmaient qu'il s'emportait facilement et était lent à payer ses dettes. Le dernier chapitre de la vie de Switzer est devenu carrément sombre. Le 21 janvier 1959, il a confronté un homme au sujet d'une dette de $50, ce qui a culminé en une violente dispute. Des coups de feu ont retenti, et lorsque la poussière est retombée, Switzer gisait mort à l'âge de 31 ans. L'enquête du coroner a conclu à un homicide justifiable. Switzer avait prétendument menacé l'autre homme avec une arme à feu. Bien que cela ne soit pas l'histoire classique d'une grande star de cinéma, Carl Alfalfa Switzer reste un exemple troublant d'un enfant acteur de l'âge d'or qui a dérivé vers la petite criminalité. Son histoire souligne la vulnérabilité des jeunes talents une fois que les projecteurs s'éteignent. L'enfant aux yeux écarquillés à l'écran n'avait que peu de ressemblance avec l'adulte troublé qui est mort sous une pluie de balles, éclipsant les rires innocents qu'il a autrefois apportés à des millions. Frank Sinatra, arrestation précoce pour séduction. Célèbre pour sa voix douce et plus tard acteur récompensé par un Oscar pour « Tant qu'il y aura des hommes », Frank Sinatra faisait en effet partie de l'âge d'or d'Hollywood. Avant d'être le président du conseil, il a eu des démêlés avec la loi qui, selon les normes modernes, semblaient presque anodins, mais étaient assez scandaleux à la fin des années 1930. En 1938, Sinatra a été arrêté dans le comté de Bergen, New Jersey, pour une charge étiquetée « séduction ». Il aurait promis le mariage à une femme simplement pour la contraindre à avoir des relations intimes. Lorsque la vérité a émergé, elle a porté plainte. Sinatra a passé un court séjour derrière les barreaux. Les charges ont finalement été réduites à adultère, puis totalement abandonnées lorsque le récit de la femme a changé. Bien que cette arrestation n'ait pas conduit à une condamnation durable, elle a donné à Sinatra un casier judiciaire qui a plané en arrière-plan de ses débuts de carrière. La photo d'identité judiciaire de cette arrestation a ensuite refait surface, comme une relique curieuse du passé obscur de la star. À l'époque, la séduction et l'adultère étaient des affaires juridiques sérieuses dans certaines juridictions, reflétant des codes moraux plus stricts qu'aujourd'hui. Dans un suprême retournement de situation, la carrière de Sinatra a décollé dès
Malgré toute gêne persistante, il est devenu une mégastar en tant que chanteur, puis acteur de cinéma, culminant dans ses rôles emblématiques dans les grands studios. Finalement, cette indiscrétion de jeunesse a à peine freiné son ascension irrésistible. Pourtant, c'est une note de bas de page révélatrice. Même le légendaire Sinatra a porté des menottes une fois, illustrant à quelle vitesse les lois morales de l'époque pouvaient attraper une star, surtout une avec un œil vagabond et une langue d'argent. Tallulah Bankhead. L'arrestation pour marijuana qui n'a guère entaché son image. Connue pour sa voix sensuelle, son style flamboyant et son esprit acerbe, Tallulah Bankhead était une actrice de théâtre et de cinéma qui dégageait un charisme magnétique. Née dans une famille politique influente, elle a brisé toutes sortes de tabous en discutant ouvertement de sexe, d'alcool et de consommation de drogue. Sans surprise, son style de vie indompté l'a conduite à des démêlés avec les forces de l'ordre, en particulier une arrestation pour marijuana au début des années 1930. Les récits diffèrent quant aux circonstances exactes. Une version suggère qu'elle a été surprise avec de la marijuana dans un hôtel de Midtown Manhattan. Une autre affirme que l'incident s'est produit lors d'une fête privée. Quoi qu'il en soit, les autorités locales l'ont arrêtée et ont menacé de la poursuivre pour possession de drogue. Bankhead, toujours audacieuse, aurait charmé les officiers avec sa personnalité flamboyante, et l'affaire a soit été abandonnée, soit réglée discrètement hors tribunal. Malgré ce proche appel, Bankhead n'a jamais atténué son hédonisme. Elle était connue pour ses fêtes extravagantes, ses aventures supposées avec des hommes et des femmes, et son mépris ouvert pour les normes sociales. Les studios hollywoodiens alternaient entre essayer d'exploiter sa personnalité scandaleuse pour la publicité et s'en distancer lorsque les défenseurs de la morale protestaient. Si tant est que cela soit possible, cette arrestation de courte durée n'a fait qu'amplifier la légende de Tallulah Bankhead. Contrairement à des starlets moins connus qui ont tout perdu pour un seul crime, la pure puissance stellaire de Bankhead et peut-être sa famille influente l'ont aidé à se remettre des dommages. Elle a continué à se produire, offrant des performances mémorables dans Lifeboat d'Alfred Hitchcock, 1944, et à Broadway. Pour les fans et les critiques, son arrestation pour marijuana n'était qu'un autre chapitre haut en couleur dans l'histoire plus grande que nature qu'était Tallulah Bankhead. Eddie Lamar, arrêté pour vol à l'étalage. Eddie Lamar était acclamée dans les années 1930 et 1940 comme la plus belle femme du monde, illuminant l'écran dans des classiques comme Algiers, 1938, et Samson et Dalila, 1949. Elle était aussi une inventrice brillante, co-détentrice du brevet d'un système à saut de fréquence qui allait façonner la technologie sans fil moderne. Pourtant, dans ces dernières années, Lamar a fait la une des journaux pour une raison moins flatteuse: des arrestations pour vol à l'étalage. Dans les années 1960 et jusqu'au début des années 1990, les finances et le mode de vie reclus de Lamar ont contribué à un comportement erratique. À au moins 2 reprises, elle a été accusée de voler des articles dans des grands magasins. L'incident de 1966 concernait des marchandises d'une boutique à Los Angeles. L'affaire a finalement été abandonnée faute de preuves. En 1991, elle aurait quitté une pharmacie avec des marchandises non payées. Bien qu'elle ait affirmé que c'était un accident, la presse s'empara de l'histoire et elle fit face à un examen juridique. Pour une star autrefois courtisée par tous les grands studios, ces accusations étaient humiliantes. Bien que ces crimes n'aient pas été violents ou très graves, ils ont terni l'image d'une icône autrefois vénérée. Des amis ont suggéré que les arrestations de Lamar pouvaient être le résultat d'une confusion ou d'un cri impulsif pour attirer l'attention. Malgré ces embarras, l'héritage de Lamar perdure. Ses réalisations scientifiques ont gagné une reconnaissance renouvelée, et ses performances cinématographiques restent fascinantes. Cependant, ces petites accusations criminelles rappellent que la célébrité peut s'estomper, laissant même les beautés légendaires susceptibles à des moments de désespoir ou de confusion qui les placent du côté obscur de la loi. Spencer Tracy ou, alternative, les rumeurs de conduite en état d'ivresse. La légendaire Spencer Tracy, star de Capitaine Courageux, Des hommes sont nés, et devine qui vient dîner, était vénéré pour son talent d'acteur incomparable. Cependant, derrière son comportement stoïque à l'écran, Tracy a lutté contre l'alcoolisme durant une grande partie de sa vie adulte. Au fil des ans, des rumeurs ont circulé concernant des incidents de conduite en état d'ivresse qui lui ont parfois causé de sérieux ennuis avec les autorités locales. Certains proches se souvenaient tard dans la nuit
Appels nocturnes aux fixeurs de studio qui se précipitaient pour soudoyer des responsables, étouffer des accidents ou payer des dommages matériels. Bien que les dossiers officiels soient flous, peut-être expurgés ou verrouillés, il y a des preuves anecdotiques que Tracy a été arrêté ou du moins détenu sous soupçon de conduite en état d'ivresse à plusieurs reprises. Quelques histoires confidentielles suggèrent qu'il a passé discrètement une nuit ou deux en prison, pour être relâché avant que la presse avide de scandale n'en soit informée. Les studios, terrifiés à l'idée de ternir l'image d'une star rentable, ont investi des ressources pour limiter les dégâts. Publiquement, les luttes de Tracy avec l'alcool étaient présentées comme de l'épuisement ou de la tension nerveuse. Il entrait souvent dans des sanatoriums de courte durée que le public croyait être des cures de repos. Néanmoins, des rumeurs persistaient selon lesquelles sa conduite sous l'influence représentait de réels dangers. Une fois, il faillit provoquer un accident catastrophique, selon certains initiés, bien que non confirmé par les documents judiciaires. Ces allégations récurrentes montrent une face cachée d'une icône bien-aimée d'Hollywood. Il souligne comment le puissant système de studio de l'époque pouvait dissimuler les méfaits des stars aux fans et aux tabloïds. Si Spencer Tracy a effectivement échappé à des condamnations pour conduite en état d'ivresse, c'était probablement en raison de sa célébrité persistante et du bouclier de protection érigé par les studios désespérés de préserver son image impeccable à l'écran. Clark Gable, ou alternativement, les rumeurs d'accidents de voitures fatales. Universellement connu comme Red Butler dans Autant en emporte le vent, Clark Gable était l'incarnation du charme masculin. Pourtant, des rumeurs persistantes ont longtemps suggéré que le roi d'Hollywood s'était retrouvé au centre d'un accident de voiture mortel, impliquant prétendument de l'alcool ou une conduite imprudente. Dans certaines versions, un piéton ou un autre automobiliste serait mort, et la puissante machine de publicité de MGM serait rapidement intervenue. Différentes versions situent le prétendu accident au milieu des années 1930, juste au moment où la carrière de Gable prenait son essor. La rumeur affirme que les dirigeants de MGM ont étouffé l'incident en payant les témoins ou en réglant discrètement avec la famille de la victime, veillant à ce que Gable ne fasse jamais face à des accusations formelles. Il n'existe aucun document judiciaire confirmé, ni dossier officiel pour le prouver. Les réparateurs de studios étaient réputés pour effacer les traces écrites, et la presse était souvent coopérative lorsqu'une grande star était impliquée. Pour les sceptiques, ces histoires ressemblent à une légende urbaine. Cependant, la persistance de la rumeur, transmise à travers les colonnes de potins hollywoodiens et les mémoires d'initiés, témoigne de la volonté de l'époque de cacher les scandales pour les stars rentables. Gable, lui-même, n'a jamais abordé publiquement les allégations. Il jouissait d'une image publique largement positive, vénéré pour son service héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale et ses rôles emblématiques aux côtés des grandes actrices de l'époque. Qu'il s'agisse ou non d'une rumeur sur un accident mortel, cela symbolise la façon dont les dynamiques de pouvoir fonctionnaient à Hollywood à l'âge d'or. Pour les studios, préserver l'image immaculée d'une star primait souvent sur la loi. Si Gable était impliqué dans un tel incident, il est possible que la vérité complète ne soit jamais connue. Un dernier exemple des sombres secrets qui peuvent rester cachés derrière la façade scintillante de Tinseltown. Des condamnations pour homicide involontaire aux arrestations pour drogue. Des liaisons illicites aux arrestations étouffées, ces 20 histoires mettent en lumière un monde caché derrière les lumières éblouissantes d'Hollywood à l'âge d'or. Tandis que de nombreuses stars cultivaient des images publiques impeccables, divine beauté, héros nobles, génie comique, sous le vernis se cachaient des faiblesses très humaines. Parfois, ces faiblesses éclataient en procès sensationnels, descentes de police ou dissimulations clandestines orchestrées par de puissants studios. Dans certains cas, le public trouvait des moyens de pardonner. Des acteurs comme Robert Mitchum ont rebondi après avoir purgé leur peine, continuant de faire les gros titres du box-office. D'autres, comme Lila Leeds et Barbara Payton, ont découvert qu'un scandale majeur pouvait dissiper toute bonne volonté, les plongeant dans l'oubli. Pour certains, comme Roscoe Fatty Arbuckle, un procès sensationnel s'est terminé par un acquittement, mais l'étiquette de criminel est restée ancrée dans l'imaginaire populaire, éclipsant toute leur carrière. Ces récits éclairent également comment les attitudes morales et les structures de pouvoir de l'époque ont influencé les résultats. Les stars riches échappaient souvent à de graves répercussions, surtout avec les meilleurs avocats de studio et les machines de relations publiques pour les protéger. Pendant ce temps, les artistes moins influents subissaient fréquemment le poids des condamnations légales et publiques. Dans de nombreux cas, la question demeure. Ces figures ont-elles vraiment trouvé la rédemption ? Ou Hollywood était-il tout simplement trop ébloui par leur pouvoir de star pour les tenir responsables?
Alors que nous tirons le rideau sur ces histoires, souvenez-vous que l'éclat de Tinseltown a toujours été poli par des mains humaines capables à la fois de lumière et d'obscurité. La véritable mesure de ces artistes légendaires peut se situer dans la complexité de l'ensemble de leur vie, plutôt que dans les illusions créées par les fantasmes du grand écran. Finalement, l'âge d'or ne concernait pas seulement les films. C'était aussi à propos des vies parfois scandaleuses, parfois déchirantes, toujours compliquées de ceux qui les ont créées.